En 2009, le Crédit Mutuel Arkea a fait un pari audacieux, j'ai envie de dire, qui est de stratégiquement accompagner d'autres banques ou de nouveaux acteurs, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, dans leur activité. Et de les accompagner en mettant à disposition, sous modèle de BPO, de Business Process Outsourcing, à la fois l'ensemble des chaînes techniques, mais aussi de réaliser des prestations de middle office et de back office pour l'ensemble de ses clients, acteurs traditionnels ou nouveaux acteurs. Aujourd'hui, j'ai principalement parlé de nouveaux acteurs, mais le fait d'avoir cherché à être pionnier sur ce marché de prestations pour compte de tiers, le tiers étant un acteur agréé, banquier, établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique, nous a permis d'aller extrêmement rapidement sur ce marché que l'on appelle aujourd'hui des fintech. Il faut se remettre quelque part en perspective de ce qu'était 2009. C'est facile de dire aujourd'hui, les fintechs sont là, les fintechs sont présentes. Je peux vous dire qu'en 2009, quand j'ai commencé à travailler sur ce marché-là, on avait plutôt l'impression d'être des extraterrestres ou d'être considérés comme des extraterrestres plus qu'autre chose. Le pari était loin d'être gagné et le pari était relativement audacieux. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait en 2 mots? Tout simplement parce que nous sommes un groupe très filialisé. C'est-à-dire que sur notre plateforme, nous gérons déjà un certain nombre de codes banques pour l'ensemble de nos filiales et qu'il est assez facile pour nous, techniquement, d'intégrer de nouveaux codes banques, de nouvelles structures et de faire en sorte que sur l'ensemble de la chaîne, on ait créé une étanchéité de leur activité, ce qui à la fois les protège et ce qui à la fois nous permet de bien contrôler et de vérifier ce qui est réalisé pour chacun de nos clients. Je vous passe bien sûr les chiffres. Alors, il est facile de dire aujourd'hui que le monde des paiements est un monde qui était ou qui est encore en pleine mutation. J'ai envie de faire un parallèle avec d'autres secteurs économiques. Je pense à l'hôtellerie par exemple. Aujourd'hui, Booking, Airbnb ont complètement transformé le secteur économique hôtelier. Dans le transport, on va parler de Uber, de Blablacar. Les secteurs économiques du transport sont totalement modifiés. Et on vit dans le monde bancaire, à mon sens, une transformation qui est à l'identique des 2 secteurs économiques que j'ai cités. Les fintechs aujourd'hui se développent de manière extrêmement rapide et de manière extrêmement forte, pour plein de raisons. Évidemment d'abord parce qu'on leur permet de le faire, de par le biais de la DSP1, de la future DSP2, de la DME1, de la DME2, mais aussi parce qu'on vit dans un monde digital, parce que le client a besoin de vivre une expérience différente et a besoin qu'on s'occupe de lui. Tu l'as très bien décrit tout à l'heure. Les clients ont besoin qu'on leur offre quelque chose de différent, ont besoin que les choses soient rapides, qu'elles soient accélérées, qu'elles soient accessibles de partout. Le foisonnement est extrêmement fort et ceci dit, en parallèle, la mutation fait que nous vivons des besoins de sécurité, des besoins d'homogénéisation de la réglementation, parce que tout cela, évidemment, se fait de manière extrêmement rapide. Moi, j'ai l'habitude de dire que ces 5 dernières années, le monde bancaire a évolué beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement que ces 200 dernières années. Voilà, on y est. C'est-à-dire que la transformation, elle est en marche, elle est irrémédiable. On a le choix en tant que banquier de dire je la regarde, ou j'attends de voir si vraiment cette transformation, elle s'opère, et auquel cas j'investirai de manière importante en rachetant des acteurs, en investissant auprès d'acteurs. On a aussi le choix d'accompagner de ces acteurs et de partager ensemble un certain nombre de choses, d'apprentissage. En tout cas, depuis que nous côtoyons les fintechs, évidemment, nous avons la prétention d'apprendre un certain nombre de choses à ces fintechs, mais nous apprenons aussi beaucoup de leur part. Quand vous accompagnez des gens comme Compte Nickel, par exemple, je peux vous assurer que la première fois que je suis rentré à Brest, au siège du Crédit Mutuel Arkea, et que j'ai évoqué Compte Nickel,
en leur disant il y a un nouvel acteur qui va se créer, qui va distribuer des cartes bancaires et ouvrir des comptes dans des bars tabac. Première question, c'est est-ce que la compliance est au courant? Est-ce que la CPR va délivrer un agrément? Je ne sais pas, les représentants de la CPR dans la salle. Aujourd'hui, Compte Nickel, c'est un véritable succès. Je crois qu'ils ont su créer une offre nouvelle, créer quelque chose qui était... il y avait de l'attente de la part du public, d'un certain nombre de clients. On le voit aujourd'hui, puisqu'ils ont, à date, 200 000 cartes. Ils annoncent 500 000 cartes à la fin de l'année. Je crois que ce monde est en marche. Je crois que la DSP2 va nous permettre d'aller encore plus loin et de faire des choses radicalement différentes. Alors, la DSP1 a permis effectivement de créer tout un écosystème. On a vu le foisonnement et la création d'un certain nombre d'acteurs, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, un peu partout en Europe. On a vu aussi des grandes sociétés créer des établissements de paiement. Si on regarde juste en France, 3 exemples. Brinks, qui a créé son établissement de paiement, ça peut paraître totalement paradoxal. Système U, qui était, on va dire, le dernier grand acteur de la distribution qui n'avait pas encore créé de banque et qui a choisi ce statut d'établissement de paiement pour commencer à rentrer dans le monde financier. Et puis ADP, acteur de la paye, alors pas les aéroports de Paris, mais l'acteur de la gestion de paye, qui a fait aussi le choix de créer un établissement de paiement. Chaque stratégie, évidemment, de ces 3 acteurs est radicalement différente, mais quand on regarde cela après, on voit que la valeur ajoutée qu'ils en retirent, elle est juste incroyable. Pour ADP, par exemple, traiter la paye, renvoyer des fichiers vers le directeur financier pour que lui-même l'envoie à sa banque, et ils font une proposition de service, j'ai envie de dire, qui va de A à Z, puisque si vous le voulez, on va à la fois traiter la fiche de paye, mais on va aussi faire en sorte que vos salariés soient payés en temps et en heure. C'est une valeur ajoutée pour l'entreprise qui est relativement considérable. Quand on voit Brinks, qui dit à ses clients, dans le cadre de la fermeture des comptoirs Banque de France, eh bien, si je ne fais rien, ce qui va se passer, c'est que vous, marchands, vous, banque, vous allez devoir me payer un petit peu plus parce que je vais faire plus de kilomètres. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, je vais, par l'intermédiaire de cet établissement de paiement, faire quelque chose que je n'avais pas le droit de faire avant, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir le droit de mélanger, entre guillemets, l'argent qui appartenait à chacun. C'est-à-dire qu'il y avait des silos, l'argent, il y avait l'argent de la BNP, il y avait l'argent de la Société Générale qui devait retourner en comptoir Banque de France au titre de chacune de ces entités. Et aujourd'hui, en ouvrant des comptes de paiement, ils ont la possibilité de dire BNP a besoin d'argent, je l'ai à disposition, il est celui de la Société Générale qui n'en a pas besoin, plutôt que de le rapporter à la Banque de France, je vais le donner à la BNP. Tout ça est bien sûr suivi de manière comptable. Je le présente de manière extrêmement simple, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous imaginez bien, mais l'idée de base, elle est là, et elle est relativement simpliste, entre guillemets. Alors Laetitia, qui gère ensuite tous ces dossiers-là, les transcrit en termes juridiques, mais l'idée de base, elle est assez simple. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette DSP1 est parfois un parcours du combattant. Un parcours du combattant pour les sociétés qui souhaitent créer leur activité, a été un parcours du combattant pour nous, banquiers, qui avons choisi aussi d'accompagner ces structures, tout simplement parce que les freins étaient extrêmement importants. Et la transposition a été, j'ai envie de dire, assez disparate entre les différents pays. Je donne juste un exemple, mais au Luxembourg, tu me corriges si je dis une bêtise, hein, Laetitia, mais au Luxembourg, établissements de paiement, établissements de monnaie électronique ne sont qu'un, ne forment qu'un. Voilà, on demande un agrément d'être établissement de paiement ou de monnaie électronique, mais on n'a pas la finesse que l'on a obligatoirement dans tous les pays. Alors ça facilite évidemment, ou ça donne plutôt envie à des acteurs d'aller demander leur agrément au Luxembourg plutôt que de le demander dans un autre pays. Surtout quand tu es EME au Luxembourg, on a le droit de faire tous les services de l'EME. Il n'y a pas à redemander. En fait, on est agréé de facto pour tous les services. Alors que dans d'autres pays, dans différents pays, et notamment en France, à chaque fois qu'on fait un nouveau service,
on met à jour. Parfois, ça peut prendre 12 mois parce qu'on remet à jour tout le dossier. On fait un BP, on fait tout le dossier sur le service de paiement. Ben forcément, quand on a deux concurrents, il y en a un qui veut faire le nouveau service parce qu'il y a une nouvelle offre des corporates, des clients, une nouvelle offre sur laquelle il faut se mettre. Je parle par exemple sur l'acquisition. Il y a pas mal de concurrence sur l'acquisition pour les grands corporates. Et bien là, le luxembourgeois, il est prêt en un mois. Le français, il n'est pas prêt du tout. Donc c'est pour ça que ça crée des vraies distorsions de concurrence sur le marché européen. Et ça, c'est très important que réglementairement, chaque autorité ait la même approche et les mêmes process d'agrément. Parce que là, on crée vraiment des distorsions très très fortes d'un pays à l'autre. Et la BaFin est pareil, c'est pas que la CPR qui a des process différents, et c'est des process aussi qui sont souvent dus à des transpositions différentes. Donc tout n'est pas... voilà, il y a différents niveaux d'harmonisation. Il y a l'interprétation, mais il y a aussi la transposition des directives qui sont très importantes. C'est un exemple. Voilà. C'est un exemple. Alors, on peut aussi, là on évoque le projet, la partie, j'ai envie de dire, juridique, légale, transposition de loi. Il y a aussi une chose qui est très claire, c'est que certains pays en Europe avaient été beaucoup plus en avance sur la possibilité pour certaines structures de gérer les paiements en dehors des banques. Je pense notamment à la Grande-Bretagne ou aux Pays-Bas, où il y avait déjà des sociétés qui géraient des paiements sans qu'il y ait de directive quelle qu'elle soit, et qui avaient déjà pris des parts de marché extrêmement fortes, et qui ensuite sont devenus des établissements de paiement ou des établissements de monnaie électronique. Ce que je veux dire par là, c'est que la marche pour des structures déjà existantes pour devenir établissement de paiement ou établissement de monnaie électronique était plus facile dans certains pays que chez nous. Et donc, des gens comme Akoba, qui malheureusement aujourd'hui ont disparu, comme Aphone, qui ont été les pionniers en France de la création d'établissements de paiement, avaient une marche à passer qui était bien évidemment plus difficile que Prepay Solution en Angleterre ou qu'Adyen aux Pays-Bas. Et de ce fait, comme ils avaient démarré leur activité, leur valorisation est aussi beaucoup plus forte. Je pense à Adyen, par exemple, qui a dû être créé dans le début des années 2000. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais ce sont des gens aujourd'hui qui font de l'acquisition monétique un peu partout dans le monde, et dont la promesse client est de dire « je vais augmenter votre chiffre d'affaires ». Je connais tellement bien la monétique un peu partout dans le monde que je sais quels sont les tuyaux qu'il faut utiliser pour optimiser vos ventes. Aujourd'hui, quand ils viennent sur le marché français, ils ont fait le choix de se raccorder au GIECB parce qu'en se raccordant au GIECB, la promesse est de gagner 3% de chiffre d'affaires supplémentaire que de ne pas l'utiliser, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux Visa et Mastercard. Quand on voit cet acteur-là, il a été valorisé l'année dernière 2,3 milliards de dollars pour lever 245 millions d'euros. C'est quand même un véritable succès que l'on peut voir aujourd'hui parmi ces acteurs des fintech. Alors vous avez bien présenté la DSP2, je ne vais pas obligatoirement le refaire complètement. Je crois que l'apport de la DSP2, ça va être à la fois la sécurité des opérations et la régulation et la supervision, on en a longtemps parlé. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si je prenais juste mes clients, je suis présent dans 5 pays, j'accompagne des fintechs dans 5 pays. Aujourd'hui, je prends banking, je rajoute l'ensemble de mes clients qui, aujourd'hui, dans le monde de l'épargne, si on parle du peer-to-peer lending ou du crowdfunding dans le domaine du crédit, et puis je rajoute là-dessus des moyens de paiement, de type une carte chez Paytop, par exemple, qui est au fond de la salle et que j'ai vu tout à l'heure, ou de compte nickel, en rajoutant des schémas divers et variés, et bien finalement, quand je suis client final, je peux me passer de ma banque. Je peux me passer de ma banque, souscrire des produits auprès d'acteurs fintech. Alors évidemment, derrière, il y a toujours une banque. Il y aura toujours un banquier. Mais je peux avoir finalement cette impression de liberté parce que je ne vais plus avoir besoin d'aller chez mon banquier traditionnel. Et ça, nous, banquiers traditionnels, il va bien falloir qu'on s'en imprègne. Il va falloir qu'on réinvente la banque de demain.
Et ce, de manière extrêmement rapide, parce que finalement, la DSP2 va permettre encore à de nouveaux acteurs de se créer, en tout cas, s'ils sont déjà créés, d'être régulés et de pouvoir se développer de manière encore plus rapide et à l'échelle européenne, voire mondiale. Et donc il faut qu'on soit extrêmement prudent là-dessus en tant que banquier traditionnel. Moi, en tant qu'Arkéa Banking Services, vous pensez bien que puisque tous ces acteurs disruptifs qui viennent nous attaquer sont mes clients, donc ce sont tous des prospects potentiels, donc ça me fait plutôt plaisir qu'il y ait de nouveaux acteurs qui se créent. Je vais devoir aussi faire preuve d'agilité comme j'ai dû le faire sur la DSP1, pardon. Et le terme n'est pas très joli, mais excusez-moi, mais il va être très clair, de savoir saucissonner mes plateformes techniques pour pouvoir apporter le service que je dois apporter à ces clients-là. Un voudra faire de l'acquisition monétique, mais un autre ne voudra pas prendre toute la chaîne, voudra juste que je fasse le clearing. Et donc je devrais m'adapter, je vais devoir m'adapter à l'ensemble de ces acteurs pour répondre à la question. Certains vont me dire, le reporting, il faut le faire chez moi, mais il faut aussi l'envoyer à Banking, et puis il faut l'envoyer à des confrères de Banking, parce que c'est nécessaire pour mes clients finaux qu'ils aient l'ensemble des informations. Et donc le reporting va devenir déjà un exercice compliqué, de faire du reporting vers l'extérieur. Il va falloir que je le multiplie, et il va falloir que je le renforce. Les facteurs clés de succès, je ne vais pas les énumérer, parce que je crois qu'on est un peu pris par le temps, mais j'ai envie de dire que le facteur clé de succès, il est principalement chez les fintechs. Johan l'a dit tout à l'heure, ce qui est apporté par les fintechs aujourd'hui, c'est un process client qui est très simple, qui donne envie et qui est à la mesure de l'attente de ce que le client voulait. Je pense qu'en utilisant bien sûr le digital. Et je crois que ça c'est important. Il va falloir qu'on utilise tous les éléments bien sûr qui sont des facteurs clés de succès, mais la manière, j'ai envie de dire, l'obsession client que peuvent avoir ces fintechs va continuer d'être le facteur clé de succès principal de leur activité et donc de notre activité. Alors j'ai beaucoup parlé, pour faire une conclusion, j'ai beaucoup parlé de ce que nous avons fait, j'ai envie de dire en quelques années, depuis 2009 jusqu'à 2016. La stratégie aujourd'hui du Crédit Mutuel Arkéa, elle va encore un peu plus loin, puisque au-delà d'être un acteur, un partenaire, un contributeur du développement des fintechs, nous avons fait le choix dans nos nouveaux plans stratégiques de devenir aussi un contributeur fort, ou en tout cas d'investir de manière forte dans le domaine de la fintech. Alors, ce sont des choix qui ont été opérés en novembre 2015. Et nous avons déjà procédé au rachat de Litchi, par exemple, ou investi, alors je suis désolé, dans des structures comme Lixo, tout simplement parce que plus on sera présent aux côtés de ces nouveaux acteurs, et mieux on maîtrisera notre avenir, et plus on sera acteur de ce que la banque sera demain.